temps normal, le système judiciaire et son accès peut être un peu complexe, là. Et là, ben, ce ne sont pas des temps normaux. Ça ne simplifie absolument rien. On veut tenter de répondre à des questions ou peut-être susciter certaines questions relativement aux mesures qui ont été mises de l'avant par le gouvernement. Alors, on va traiter de 4 questions, comme à l'habitude, qui vont parler là, du litige au temps du COVID. On va traiter brièvement là, de ce qui se passe exactement suite aux décrets ministériels qui suspendent là, certaines opérations, certains délais. On va parler de force majeure brièvement, puis on va parler aussi de quoi faire. Est-ce qu'on envoie des mises en demeure? Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on ne poursuit pas en temps de COVID? Alors, on va traiter ça. Ça va être fait à travers 4 questions qui sont à l'écran. En commençant par la question des décrets qui ont suspendu les délais judiciaires, les délais de prescription. La première chose, il y a une bonne mesure de confusion relativement à ces délais-là. Là. Un délai judiciaire, c'est un délai qui est prévu essentiellement dans le Code de procédure civile, qui est le code qui organise l'exercice des droits. On a dans le Code civil certains droits, puis dans le Code de procédure civile, on va avoir des délais qui sont des délais et des façons de présenter nos droits ou de faire sanctionner nos droits par les tribunaux. Évidemment, quand le COVID est arrivé, il y a eu la déclaration d'une urgence sanitaire, il fallait confiner les gens, le système judiciaire ne faisait pas exception à ça, et rapidement, quand les autorités judiciaires ont vu que ce ne serait pas possible d'opérer normalement, ils ont un peu fermé les portes des palais de justice. Ils ont restreint largement ce qu'on était capable de faire normalement. Maintenant, évidemment, on ne peut pas faire ça de façon unique et juste dire aux gens, bien, écoutez, vous allez simplement pas pouvoir vous adresser aux tribunaux de façon normale. Il faut annexer à ça ou offrir certains accessoires à ça parce que les droits au Québec, puis mondialement, généralement, là, s'exercent d'une manière temporelle. On a on a des délais à respecter pour exercer nos droits. Après ça, quand on exerce nos droits, qu'on poursuit autrui, on a des délais à respecter, donc les délais sont importants. Et évidemment, en fermant les portes des palais de justice, on ne pouvait pas simplement dire tout le monde, les délais vont juste continuer à s'écouler et puis vous allez devoir attendre à peut-être pour une courte, longue période. On ne le savait pas à ce moment-là, on ne le sait toujours pas exactement. Mais on pouvait pas, il fallait assortir la fermeture des portes des palais de justice à certaines mesures. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont suspendu les délais judiciaires. Donc, les délais qui prévoient qu'on doit poursuivre, on doit instituer des procédures dans un certain délai, ou si on l'a déjà fait, les délais qui gèrent l'instance, donc qui nous dit on a tant de temps pour produire de la documentation ou on a tant de temps pour aller faire un interrogatoire, bien, ces délais-là, les délais judiciaires sont effectivement suspendus depuis le 13 mars dernier. La suspension, là, juste, je le dis, soit dit en passant, là, c'est comme si on gèle la situation à ce moment-là. Et le moment où les tribunaux vont redémarrer et qu'on va mettre un terme à cette suspension-là, on va prendre la situation comme elle l'était le 13 mars. Évidemment, il y a non seulement les délais judiciaires, il y a les délais de prescription. Brièvement, là, sans en faire un cours, les délais de prescription, c'est parfois des délais par lesquels on peut acquérir certains droits, une occupation qui peut être effective. L'exemple le plus évident, c'est quand on occupe un immeuble, un terrain, pour une période de plus de 10 ans de façon paisible et publique. Si on le possède et on se considère comme étant, on agit comme si on était propriétaire, on peut l'acquérir par prescription acquisitive.
Les prescriptions extinctives, c'est celle sur laquelle on est interpellé le plus souvent, du moins en litige, où on a un certain délai pour exercer nos droits. Tout ça, ça découle de plusieurs principes, là. Les principaux, c'est que depuis les Romains, ces délais existent pour prévoir une certaine quiétude judiciaire. Oui, il y a des différends, oui, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, qui peuvent générer des différends des personnes, mais on limite dans le temps le temps utile qu'ils peuvent utiliser, là, en fait, le temps où ils peuvent s'adresser aux instances judiciaires pour dire, on ne se mettra pas à parler de choses ou de différends qui ont 50, 40 ans ou même 5 ans, parce que le délai pour les actions personnelles au Québec, là, le délai auquel on se fait, il y en a plusieurs, mais celui que l'on voit le plus souvent, c'est le délai de 3 ans qui régit les actions personnelles. Donc, on a 3 ans à partir du moment où notre droit d'action naît pour se présenter devant un tribunal. Alors, ces délais-là, évidemment, si on n'est pas capable d'entrer dans le palais de justice pour ouvrir notre dossier et poursuivre, dans ce délai-là, on ne devrait pas être pénalisé et c'est pour ça qu'on a suspendu les délais de prescription également. Essentiellement, tout ça, vous voyez que c'est un tout, là. On ne voulait pas que pendant une période où on restreint largement l'accès à la justice, que les gens soient pénalisés pour autant. Essentiellement, sur l'ampleur de la fermeture des portes, là, on la laisse entrouverte pour la porte du palais de justice. J'utilise cette façon de parler, là, mais la porte du palais de justice est effectivement entrouverte pour les mesures qui ne peuvent pas attendre, les mesures qui sont urgentes, les mesures où on doit effectivement traiter un différend parce que si on attend, il va tout simplement être trop tard. Les plus évidents, je vous dirais, sont ceux qui sont relatifs à des injonctions. On restreint même les injonctions, donc toutes les ordonnances des tribunaux de faire ou de ne pas faire. Là, évidemment, l'imagination et votre imagination sera la limite de la chose, là. Et vous aurez aussi toutes les matières familiales qui portent sur les pensions alimentaires, la garde des enfants. Il est à noter aussi pour ça là, que dans la mesure où il y a des ententes sur ces choses-là, ça va assez rondement et ça se fait là, de façon très impersonnelle. Là. Les avocats ou même les parties vont mettre ça dans une boîte aux lettres et là, le greffier ramasse tout ça et puis il traite ça dans le courant des jours suivants. Alors, il y a beaucoup qui est fait maintenant sans même avoir une audition. Alors, on a des matières urgentes là, qui procèdent à tous les jours sur certaines notions là, qui ne peuvent pas attendre. Il y a aussi les mesures de sauvegarde. En début d'instance, souvent, les juges veulent établir certaines mesures conservatoires. Donc, ils ne vont pas octroyer des droits aux parties, mais ils vont rendre des ordonnances pour éviter que la situation progresse à un point tel qu'à un moment donné, quand un juge va avoir le temps de se pencher sur l'affaire, qu'il va être trop tard, puis qu'il va y avoir toutes sortes de choses qui vont s'être passées. Aussi, ils vont donner droit parfois en partie à une des deux parties ou les deux parfois. Ça peut être des ordonnances qui visent les deux parties sur des éléments qui ne sont pas véritablement contestés. Là. Le meilleur exemple, c'est dans les baux commerciaux, quelqu'un qui est mécontent avec une action de son propriétaire qui peut mettre en jeu peut-être 10 15 000 $, va arrêter tout simplement de payer son loyer, qui est une dizaine de mille par mois. Et puis là, parce qu'il est mécontent d'un problème qui, essentiellement, se résume à 10 ou 15 000 $. Et souvent, les juges vont dire, écoutez,
soit, là, retenez 10-15 000 de votre loyer, mais vous allez payer les autres en attendant que je puisse me pencher sur l'affaire. Alors, ça, c'est un exemple parfait là, des mesures de sauvegarde qui peuvent être mises en cause. Alors, vous en avez ici des exemples là, sur l'écran partagé. Les injonctions provisoires, les saisies avant jugement, évidemment. Là, on peut saisir quand on veut revendiquer. Les cassations de saisie, évidemment, une saisie peut avoir certaines, peut être très contraignante parfois et nous empêcher d'opérer ou même empêcher d'opérer un service essentiel ou un service accessoire au système de santé. Donc, on peut voir là qu'il y a des éléments intéressants là, sur lesquels les tribunaux doivent se pencher. Il y a la notion des évictions. Il y a un décret qui vise les évictions en temps de crise sanitaire. Et effectivement, le décret suspend les mesures d'exécution de ces ordonnances d'éviction-là, là, que ce soit pour le non-paiement d'un loyer, etc. Mais on parle effectivement là, de l'éviction de logement. Et ce n'est pas en matière commerciale à proprement dit. Il y a effectivement, là, je mentionne aussi qu'il y a les matières de faillite ou d'arrangement. Là, souvent, on a dans les faillites très importantes où les tribunaux régissent là, presque hebdomadairement ou bi-hebdomadairement les opérations d'une entreprise en faillite ou sous séquestre. Il y a cette ouverture là, de la division commerciale de la Chambre supérieure qui entend des matières urgentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Effectivement, bon, premièrement, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. La crise qu'on vit maintenant n'a pas d'antécédent. Il n'y a pas on n'a pas subi de pareilles mesures dans le passé. On puise ici et là, dans notre expérience, mais notre boule de cristal là, est ce qu'elle nous indique et notre appréciation, même professionnelle de la situation, peut avoir certaines limites. Chose certaine, une inaction complète là, est à proscrire parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses là, sur lesquelles les gens discutent sur les réseaux sociaux, ils posent des questions et on se rend compte rapidement qu'il y a des conceptions qui sont erronées là, de la part des gens. Quand on dit que les décrets suspendent les délais de procédure et les délais de prescription, eux comprennent là, parfois, à tort, que tout est suspendu, puis on peut rien, on n'a rien à faire en temps de crise et on n'a pas d'obligation en temps de crise, ce qui n'est pas vrai. La première des choses qu'il faut considérer, en fait, il y a deux réalités. Soit qu'on anticipe un processus judiciaire ou un litige, soit qu'on dit, bon, ben, tu sais, j'ai un problème avec un contractant, puis il faudrait que je le poursuive, ou soit qu'on est déjà impliqué dans des procédures. Si on est déjà impliqué dans des procédures, les délais procéduraux qui ont été suspendus le 13 mars, ben, disons là, que tout ça, ça recommence le 4 mai. Si le 13 mars, il vous restait 1 ou 2 jours pour faire quelque chose, le 4 mai, il va vous rester encore ce 1 ou 2 jours-là. Alors, vous allez devoir agir au 5 mai ou au 6 mai avec la possibilité que votre entreprise ou même le bureau de votre représentant juridique soit un petit peu déboussolé ou désorganisé. Et effectivement, on ne peut pas simplement se dire « Ah, ben écoutez, on a dormi pendant plusieurs semaines parce que les délais procéduraux étaient suspendus. » Il faut prendre en considération que pendant cette suspension-là, il va falloir se préparer au moment où le système judiciaire va redémarrer et il va falloir, à ce moment-là, être déjà, là, avoir un certain momentum à ce moment-là. Là. Je pense qu'en anglais, on pourrait parler de « hit the ground running ». On dit, tu sais, à un certain moment donné, dès qu'on va toucher le sol, il va falloir être en train de déjà courir à pleine vitesse. Je dis ici, moi, vous verrez les notes, là, c'est difficile de dire maintenant, mais avec l'expérience que j'ai et l'espèce d'accumulement, il va y avoir une accumulation,
un encombrement jamais vu dans le système judiciaire au moment où tout ça va repartir. Les gens vont s'empresser de faire toutes les choses qu'ils n'ont pas été capables de faire au cours des semaines où les services étaient suspendus. Et j'ai l'impression que si ce n'est pas une décision consciente des juges, les juges vont être sensibles au fait qu'ils vont être plus dépassés qu'ils l'étaient avant. Le système judiciaire était déjà débordé et toute cette crise-là n'aura pas un effet très positif sur l'affaire, ça c'est clair. Et j'aurais à parier, là, je parierais que les juges ne seront pas très tolérants des gens qui n'ont rien fait pendant la pandémie, pendant la suspension des opérations judiciaires. C'est la même chose qui s'applique, ou ce que je viens de vous dire, là, ce que je viens de vous expliquer, c'est un peu la même chose pour la prescription extinctive. Donc, si il vous restait dans votre 3 ans, là, 2 jours pour exercer un recours le 13 mars, vous n'aurez pas plus de délai. Là. Il va falloir, et là, si je poursuis là, sur le même exemple, si tout reprend le 4 mai, le 6 mai, vous allez devoir avoir produit votre réclamation pour ne pas que vos droits soient compromis. Ou même, on parle de prescription extinctive, là, anéantie complètement. Alors, la communication avec vos avocats va être essentielle. Elle va devoir être proactive et je vous dirais que la plupart des bureaux, la plupart des avocats sont en télétravail. En tout cas, chez nous, chez ULEX, tout le monde est encore en plein travail et puis on est disponible pour répondre à plusieurs questions. Effectivement, qu'est-ce que vous pouvez faire en communiquant avec votre avocat? Ben, écoutez, si vous anticipez une problématique ou s'il y a une problématique qui existe, il va y avoir des limites là, aux conseils auxquels on va pouvoir vous donner. Là. Par exemple, je me suis fait poser la question si, à un niveau professionnel, j'étais capable d'anticiper à quel moment on allait pouvoir, à tout le moins à un niveau judiciaire, opérer normalement. Là. Et évidemment, là, ce que je vous dis là, sur notre présentation, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Alors, on a quand même certaines limites, mais ce qu'on sait, c'est que vous allez pouvoir, en communiquant avec votre avocat, vérifier si les délais judiciaires ou les délais de prescription affectent votre recours. Parfois et souvent, là, les gens arrivent avec un sac, plein de documents, une problématique, et on nous dit, la première chose qu'on doit faire, c'est est-ce qu'on a dépassé des délais importants? Est-ce qu'on est en mesure physiquement de les respecter? Est-ce qu'on a suffisamment de temps avec le travail à faire pour produire des procédures judiciaires et les présenter à un juge? Alors, la vérification des délais en temps de pandémie se fait facilement en vidéoconférence, dans des appels téléphoniques, avec des explications qui sont parfois, somme toute, assez simples. Il y a effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, au moment où les portes du palais de justice vont réouvrir et on va pouvoir, et les fameux délais procéduraux et de prescription vont recommencer. Donc, au moment où on va mettre un terme à la suspension, on va devoir être prêt. Et on a un certain temps pendant la suspension de ces délais-là pour préparer des avis ou des procédures nécessaires. On n'est pas obligé d'attendre que les portes du palais de justice réouvrent pour commencer à se préparer, à s'y présenter. Et possiblement, là, souvent, on reçoit des clients qui ont une situation urgente et parce qu'on ignore un certain délai ou qu'on ignore les conséquences de certains aspects de la problématique, ça devient une matière urgente. Et les gens les gens qui viennent nous voir, qui nous consultent, ne sont pas toujours, ils sont pas toujours au courant de ça. Alors,
Ça, c'est un autre élément, là, la préparation d'avis ou de procédure, même urgente, là, sans que vous le sachiez, peut être nécessaire. Je vous parlais de mesures conservatoires. Une des choses qui surprend le plus de clients qui nous consultent avec des problématiques litigieuses, là, c'est quand on leur explique qu'on peut, à même une action sur compte ou une action en matière contractuelle assez simple, là, requérir certaines ordonnances de sauvegarde, des mesures conservatoires qui vont rendre pendant l'instance la vie vivable, qui vont mettre un certain baume là, sur des irritants majeurs pendant l'instance. Et ça, évidemment, si vous ne consultez pas, si vous ne vous informez pas sur ce genre de choses-là, il est excessivement difficile de les imaginer là, sans avoir une certaine expérience et une formation juridique. Bon, effectivement, là, la mise en demeure, c'est quelque chose que les gens connaissent. Et on se fait poser beaucoup de questions à ce niveau-là parce que la plupart des différents commerciaux ou contractuels commencent avec des mises en demeure, des lettres qui requièrent un contractant ou une partie adverse ou potentiellement adverse là, de faire quelque chose, de payer un certain montant, de livrer quelque chose, de mettre un terme à une conduite ou un comportement qui est fautif. Là. On parle en matière d'atteinte à la réputation, des choses comme ça. On en voit régulièrement des mises en demeure. Et là, on se fait poser la question, oui, mais à quoi bon envoyer une mise en demeure en temps de pandémie alors que les délais sont suspendus et qu'on ne peut pas s'adresser à un juge à moins que ce soit une urgence majeure? Bien, il faut, premièrement, mettre en demeure, c'est de donner un délai ultime à quelqu'un de s'exécuter, exécuter des obligations contractuelles, plus souvent, ou des obligations qui sont requises par la loi. Et effectivement, là, les mises en demeure se terminent avec à peu près toujours le même petit paragraphe qui dit « Vous avez 5 jours, 10 jours, 30 jours pour faire telle chose, payer tel montant, ou peut-être même des heures. Vous avez 48 heures pour mettre un terme à tel comportement, ou vous n'avez aucun délai. » Souvent, ce qu'on appelle dans le jargon là, les cease and desist, les mises en demeure qui visent à faire arrêter un certain comportement fautif, il n'y a pas de délai. C'est de le faire immédiatement. Et effectivement, il n'y a aucune raison de ne pas utiliser le temps qu'on vit maintenant là, sous confinement pour ordonner ou requérir à ces gens-là de s'exécuter. Tout ça, en fait, ça tourne alentour du fait que les gens confondent la suspension des délais judiciaires et des délais de prescription avec les obligations contractuelles qui sont dans des contrats qui requièrent qu'on s'exécute dans un certain délai. Je vais vous livrer telle marchandise, vous allez me payer d'ici telle date. Et ça, évidemment, là, il y a énormément, le cas type, là, présentement, c'est les gens qui ont livré des marchandises en janvier, en février, peut-être même en début mars, et que il y avait la partie adverse, là, ou la partie qui a reçu les marchandises avait une trentaine de jours pour les payer. On comprend là qu'avec ce qui s'est passé, il y a beaucoup de gens qui retiennent les paiements, etc. Donc, il faut faire quelque chose. Mais ça, ce ne sont pas des délais qui sont suspendus. Les délais que vous convenez avec les gens pour vous exécuter relativement à un paiement ou à une livraison, pour utiliser le même exemple, ils sont encore entièrement valables et ils sont sanctionnables. Oui, on ne peut pas se présenter devant un juge à moins d'une urgence importante pour ordonner à quelqu'un de s'exécuter. Sauf qu'on peut le mettre en demeure maintenant et cette demeure-là, au moment où les services judiciaires vont reprendre leur cours normal,
ils vont très probablement être expirés et on pourra agir dès ce moment-là. On pourra avoir une portion de ce qu'on a à faire à titre de justiciable déjà fait et on sera encore là prêt à agir dès que la suspension des services judiciaires va être complétée. Évidemment, peut-être une petite mention sur les mises en demeure. Effectivement, là, la mise en demeure, en fait, elle conclut habituellement à un certain délai d'exécution. Vous devez vous exécuter dans les 5, 10, 15, 30 jours, à défaut de quoi vous allez être poursuivi. Il faut prendre ça en considération maintenant parce qu'effectivement, la pandémie est contraignante là, pour tout le monde et les mesures là, qui sont mises en place sont contraignantes pour tout le monde. On doit, moi je conseille à tout le moins à mes clients d'allonger un peu les délais. Les délais de paiement qui étaient de 5 ou peut-être même 10 jours avant pour des sommes plus importantes, on peut maintenant les allonger à 15 ou 30 jours. Et vous aurez compris évidemment là, que les délais qui sont mis dans les mises en demeure ou qui sont inscrits aux mises en demeure n'ont qu'une seule règle, quant à moi, c'est qu'elles doivent être raisonnables en fonction de ce qui est demandé. Évidemment, quand le dossier est complexe, les sommes sont importantes, les délais sont plus longs. Si c'est une simple demande de payer des marchandises livrées avec une facture, les délais sont plus courts parce que c'est plus simple. Il y a moins à considérer, il y a moins à vérifier. Mais ce qui est important, c'est que les délais pour s'exécuter, pour payer ou pour faire des choses ou livrer des marchandises, à titre d'exemple, ne sont pas suspendus par les mesures de confinement ou par les mesures mises de l'avant par le système judiciaire pour suspendre les délais. Vous devez quand même respecter les obligations contractuelles que vous avez entreprises, à l'exception de force majeure. Quand vous vous trouvez dans une situation imprévisible, irrésistible et insurmontable, vous pouvez invoquer à titre de défense que vous ne pouviez pas, pour ces motifs-là, vous exécuter. Maintenant, la question de force majeure, elle est épineuse parce qu'elle n'est pas souvent évoquée. Il n'y a pas beaucoup de jurisprudence où on a effectivement, ou de décisions des tribunaux qui nous permettent de bien apprécier l'ampleur de qu'est-ce qui est une force majeure. Là. Et là, ce que vous voyez à l'écran, là, les trois qualificatifs, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et la nature insurmontable d'une situation, c'est les trois critères qui sont appliqués. Là. Ils sont cumulatifs, ils ne sont pas alternatifs. Mais les tribunaux vérifient si effectivement un événement ou un certain nombre de circonstances propose à quelqu'un ou impose à quelqu'un ces qualificatifs-là en fait, ils font la vérification pour relever la personne d'exécuter ses obligations. Ils font la vérification qu'on retrouve ces trois critères-là dans la situation. La première des choses, là, c'est que, et là encore, on en entend des vertes et des pommures, là, la première des choses, c'est que le COVID-19 en soi n'est pas une force majeure. La force majeure est qu'est-ce que cette situation-là, ce virus-là et les mesures de confinement et peut-être même certaines réalités sociales, qu'est-ce que ces éléments-là peuvent faire de notre capacité d'exécuter nos obligations. On ne peut pas simplement s'attendre à pouvoir se pointer en cours quand les cours entendront des procès, dire, ben, monsieur le juge, moi, en mars, en avril 2020, je souffrais de la COVID et je ne pouvais pas, je souffrais du fait que la COVID-19 existe et qu'on était en confinement et je ne pouvais pas exécuter mes obligations contractuelles. Je ne crois pas
avec égard que ce genre d'argument-là va fonctionner. Il va falloir aller plus profondément, et c'est ce que les tribunaux font là. J'ai pu retracer certaines décisions qui ont été rendues, particulièrement en Ontario, en début des années 2000, lorsque le SARS a frappé là-bas. Et l'appréciation des tribunaux est très concrète. C'est quoi le contrat? C'est quoi la situation des parties et pourquoi cette pandémie ou cette situation ou cette guerre ou ce cataclysme ou ce tremblement de terre a mis cette personne-là, cette compagnie-là ou cette entreprise-là dans une situation où elle n'est pas en mesure d'exécuter ses obligations. Et encore là, on fait une appréciation très, très précise de la nature imprévisible de la situation, pas du cataclysme ou de la pandémie, mais de la situation et des pressions qui sont mises sur l'entreprise à ce niveau-là. Évidemment, ça ne suspend pas, et là, effectivement, si on a un certain succès à convaincre le tribunal, ça ne suspend pas tout le contrat. On ne met pas de côté toutes les obligations d'une partie ou de l'autre. On va regarder chacune des obligations, parce que des fois, les contrats sont assez volumineux, ils sont complexes. Il y a l'exécution successive de plusieurs obligations délivrables, etc. Alors, il est possible qu'une personne soit relevée d'une partie de ses obligations ou d'une obligation bien particulière de livrer ou de payer à une telle date, et pas d'autres. À un moment où la nature imprévisible puis la nature contraignante des circonstances qui nous empêchent d'agir, à partir du moment où ces circonstances-là se dissipent, l'obligation renaît dans la mesure où elle est toujours exécutable, si ce n'est pas quelque chose qui devait absolument être fait à une date bien précise. Alors, bref, le contrat entier n'est pas suspendu. On regarde chacune des obligations, à quel moment elle doit être exécutée. L'ampleur du problème est au cœur même de la détermination s'il y a force majeure. Évidemment, vous avez, avec le COVID-19, un beau tableau de fond pour faire valoir certains arguments de force majeure, mais l'appréciation va devoir être faite. Ce n'est pas un automatisme. Il y a un juge, à moins d'un règlement ou quoi que ce soit, là, il y a un juge qu'il va falloir qu'il se penche là-dessus à un certain moment donné si vous voulez l'invoquer. Une autre petite mention, évidemment, c'est que quand on parle de pandémie et de force majeure qui sont imposées par les circonstances à un contrat, on parle aussi de la situation des parties. Je ne sais pas si c'est peut-être un mauvais exemple, là, mais si effectivement votre médecin ou quelqu'un qui participe à l'effort de santé présentement s'est engagé à faire quelque chose pour vous et qu'il ne le fait pas parce qu'il est en quarantaine ou qu'il est appelé à sauver des vies, ben ça, c'est pas. En fait, l'étude que va faire le juge de la force majeure pour cette personne-là ne va pas être relative au contrat et à la nature de l'obligation qui doit être exécutée. Ça va être fait en fonction de la personne qui doit exécuter et les circonstances ou les limitations qui lui sont imposées en fonction de la pandémie qui existe maintenant. Donc, ce n'est pas seulement le contenu du contrat, c'est aussi la personne, les circonstances et les contraintes sous lesquelles la personne est mise au moment où elle doit exécuter ses obligations. Bon, alors je me répète un peu parce que c'est des choses que j'ai fait. C'est très important de réaliser que ça va être du cas par cas. L'irrésistibilité de l'empêchement va être questionnée effectivement par les tribunaux et selon ce que j'ai vu, c'est interprété très restrictivement. Les tribunaux n'aiment pas s'immiscer dans les relations contractuelles des gens et ils ne le font que par exception. Donc,
on va véritablement chercher. Je m'attends à ce que, évidemment, qu'il y ait plusieurs procès là, qui vont soulever cette problématique-là. Et on peut s'attendre à ce qu'une étude très exhaustive soit faite par les tribunaux lorsque l'argument leur est proposé. Mais c'est du cas par cas. C'est ce qu'il faut se rappeler. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, évidemment, et là, je fais un espèce de petit sommaire. Évidemment, en temps de pandémie, il n'y a rien qui vous empêche de revoir vos contrats, de revoir dans quelle mesure vous avez inscrit dans ces contrats-là des clauses de force majeure. Évidemment, soit dit en passant, là, lorsque les parties ont convenu et défini qu'est-ce que ce serait la force majeure à leur contrat, à partir de ce moment-là, les tribunaux n'ont pas besoin de regarder bien, bien loin. Là. Si vous avez dans la liste de force majeure des événements de pandémie, dans votre contrat, évidemment, vous pourrez être libéré de certaines obligations ou toutes vos obligations, selon ce que le contrat va vous expliquer ou va prévoir. Mais maintenant, alors que on a peut-être un peu plus de temps, parfois, pour réviser nos processus, revoir qu'est-ce qu'on fait, on peut faire revoir nos contrats par nos conseillers juridiques et on peut effectivement modifier ces contrats-là pour l'avenir. Rappelez-vous que si vous anticipez un litige ou surtout si vous êtes impliqué dans un litige maintenant, il y a des protocoles d'instance qui prévoient des délais. Il y a des délais de prescription qui recommenceront à courir. Puis je ne m'attends pas à ce qu'on nous avertisse, là, à ce que le ministère de la Justice nous avertisse 2-3 semaines à l'avance là, que les choses vont redémarrer. On va se lever un matin, notre premier ministre va venir donner sa conférence de presse, puis ça va être assorti de toutes sortes de déclarations et de décrets par laquelle, pouf, tout d'un coup, on recommence. Alors, vous avez du temps maintenant, si vous avez des dossiers litigieux, communiquez avec vos conseillers juridiques, puis préparez-les, ou voyez si effectivement quelque chose va devoir être fait très rapidement au moment où est-ce que la suspension des services juridiques va être complétée. Vous pouvez faire un certain ménage dans vos clients, dans vos fournisseurs, moins intéressant évidemment. Et bon, évidemment, chez Ulex, on fait quand même beaucoup on rend beaucoup de conseils, on fait des litiges en matière de propriété intellectuelle. Et effectivement, là, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, relativement à ce que les gens pensent et à ce que les gens comprennent de la situation qui existe, souvent, il y a des gens qui sont très près de croire qu'on est proche de la zizanie, puis qu'on va vivre dans le Far West. Et ces gens-là ne se gêneront pas pour contrefaire ou utiliser illicitement de la propriété intellectuelle. Donc, ce n'est pas un moment de relâcher et laisser les gens là, usurper notre propriété intellectuelle. Les mises en demeure peuvent servir à faire réfléchir ces gens-là. Donc, si vous voyez que votre propriété intellectuelle est en péril ou qu'elle est usurpée par quelqu'un ou pourrait l'être, ce n'est pas un mauvais moment pour communiquer avec vos avocats.